Bonjour et bienvenue à cette conférence organisée par Sinopia. Tout d'abord, je tiens à remercier nos intervenants qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui et de nous éclairer sur le rôle et les missions du ministère de la Mer créé en juillet dernier par le président Emmanuel Macron. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le fil de conversation qui se trouve à droite de votre écran et je pourrai ensuite en poser certaines à nos intervenants en fonction du temps qu'il nous restera. Alors avec nous aujourd'hui, 4 intervenants. Jacques Géraud, préfet honoraire, conseiller institutionnel de CMA-CGM, l'amiral Alain Coldefy, ancien président de l'Académie de Marine, Jean-Louis Fillon, commissaire général de la Marine, délégué général de l'Institut français de la mer et membre de l'Académie de Marine, Frédéric Moncani de Saint-Aignan, président du cluster maritime français. Alors, Sinopia a choisi de s'intéresser au nouveau ministère de la Mer puisque nous avions publié en 2017 un rapport intitulé « Quelle influence pour la France d'ici 2030 ?» Dans ce rapport, Sinopia préconisait la création d'un tel ministère. Mais pourquoi faire? Eh bien parce que selon nous, la maîtrise, la défense et la valorisation des espaces maritimes français appelaient une politique d'influence maritime cohérente et coordonnée par une tutelle unique, référente. Or, jusque-là, les différentes politiques publiques liées à la mer étaient éclatées entre plusieurs ministères, ce qui a entraîné une dispersion des moyens et surtout l'absence d'une vision stratégique. Mais alors, l'élaboration d'une telle vision est-elle bien l'objectif de ce nouveau ministère de la mer confié à la ministre Annick Girardin? Force est de constater que pour le moment, il ne dispose que d'une administration limitée et que son périmètre, ses missions, ses attributions doivent encore être définis. Quoi qu'il en soit, la création d'un tel ministère est l'occasion de nous rappeler l'importance des questions maritimes pour notre pays et pour l'Europe. Le Royaume-Uni ayant quitté l'Union européenne, la France se retrouve désormais la seule grande puissance maritime en Europe. Avec plus de 12 millions de kilomètres carrés, la France est la deuxième zone économique exclusive du monde après les États-Unis, ce qui fait de notre pays un véritable empire océanique rattaché à de nombreux territoires, le Pacifique, l'Atlantique, l'océan Indien, la Méditerranée. L'économie de la mer représente plus de 14% du PIB de la France, à travers la pêche, le tourisme balnéaire, les constructions navales. Et la flotte commerciale française est de premier plan avec le groupe CMA-CGM, leader mondial du transport maritime, présent dans plus de 160 pays. En ce qui concerne le domaine militaire, la flotte navale de la France est déployée à de nombreux endroits de la planète et elle figure parmi les rares pays capables de lancer des missiles nucléaires depuis des sous-marins. La mer est un lieu stratégique pour au moins 3 raisons. En surface de la mer déjà, parce qu'on retrouve des îles, des côtes, des littoraux, des populations, des frontières, des routes maritimes, des points de passage comme le détroit d'Ormuz ou le canal de Suez. En dessous de sa surface, où on retrouve d'immenses ressources halieutiques, animales et végétales. Et puis dans le fond de la mer, où là on retrouve d'autres types de ressources comme le pétrole, le gaz, les terres rares et puis d'autres minerais. Et puis bien sûr tout le réseau de câbles sous-marins. Il faut savoir que 90% de l'Internet passe par ce gigantesque réseau sous-marin. Dans le cadre de l'utilisation de toutes ces ressources, tous les facteurs de compétition et de confrontation entre acteurs privés ou institutionnels, voire entre États, sont réunis au sein de cet espace commun, juridiquement régi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, convention dite de Montego Bay. La question maritime est donc plus que jamais centrale. La mer est face à de nombreux enjeux, notamment celui des pollutions, du réchauffement climatique, avec la disparition de certains littoraux, et avec elle le déplacement de populations. Par ailleurs, d'autres puissances s'affirment de plus en plus sur la scène maritime internationale, notamment la Chine. Le risque, si la France n'investit pas davantage le domaine maritime, c'est qu'elle perde son indépendance et son autonomie stratégique. Finalement, l'enjeu véritable auquel le nouveau ministère de la mer doit répondre, c'est celui de la maîtrise des communs, la mer étant un lieu stratégique de revendication, de menaces, de convoitises, mais aussi d'opportunités et de ressources. La notion de commun est ici primordiale. Par-delà ces intérêts que la France doit défendre, en tant que grande puissance, notre pays peut et doit garantir et assurer cette préservation des communs. Alors après ces quelques mots d'introduction, je vais maintenant passer la parole à nos intervenants. Et mes premières questions s'adressent au commissaire général Jean-Louis Fillon. Monsieur le commissaire général, pourriez-vous nous expliquer l'organisation et le fonctionnement de la gouvernance maritime en France? Merci de me donner la parole sur un sujet
tout à fait intéressant et dont vous avez bien situé l'actualité. Avant de commencer, je voudrais saluer tous les nombreux amis qui sont derrière cet écran, puisqu'il y a beaucoup de personnes connues et appréciées. Voilà, vous savez, c'est quand même une gageure de présenter un sujet complexe en quelques minutes, et notamment cette fameuse gouvernance maritime. Alors, je vais procéder par qualificatif, et ces divers qualificatifs, je les commenterai ensuite. Alors, notre gouvernance, c'est centralisée, dispersée et déconcentrée. Elle est régalienne, elle est ancienne, mais résiliente. Enfin, elle est largement spécifique à notre pays, mais elle est en phase avec l'Europe. Alors, elle est centralisée parce que, comme pour tout en France, elle repose entre les mains de l'État central, mais avec la caractéristique, je l'ai dit, d'être dispersée au niveau central entre plusieurs acteurs ministériels. Je mets de côté le ministère de la Mer, puisque c'est le sujet de notre réunion, mais je voudrais citer quelques poids lourds. Le ministère de la Transition écologique, les transports, les armées, les affaires étrangères, l'intérieur, la culture, la recherche scientifique, le budget, l'industrie, etc. Et le tout est placé sous la houlette du Premier ministre, qui dispose pour diriger la politique maritime d'une réunion des ministres que les questions maritimes intéressent, qui s'appelle le comité interministériel, qui se réunit bonhomme allant une fois tous les ans, et pour mettre en œuvre cette politique et assurer la coordination interministérielle d'un secrétariat général de la mer. Elle est dispersée à l'échelon central, sous réserve donc de la création, ou plutôt de la recréation de ce ministère de la mer dont nous allons parler. Par contre, notre organisation est déconcentrée en province, si je peux dire, ou sur le littoral, puisqu'elle est rassemblée sous une autorité unique, en métropole pour les 3 façades, celle des 3 préfets maritimes, et outre-mer de 5 délégués du gouvernement. Elle est historique, disais-je, car les préfets maritimes ont été créés, comme leurs homonymes terrestres, sous le consulat, mais ces préfets maritimes ont aussi été recréés de façon assez proche maintenant, puisque c'était en 1978, pour exercer l'autorité unique de l'État en mer et permettre de rassembler l'ensemble des administrations maritimes afin de lutter contre les catastrophes, en d'autres termes, pour être chargé de la sécurité de la nation en mer. C'est l'adaptation de cette institution historique qui justifie l'emploi du qualificatif de résilience. Cette adaptabilité s'est poursuivie depuis les 40 ans ou 50 ans d'existence de ce que nous appelons l'action de l'État en mer, avec la prise en compte au nombre des attributions des préfets maritimes et des délégués du gouvernement de questions comme celle de l'environnement ou, de l'autre côté du spectre, de la lutte contre les activités illicites avec, par exemple, la création en 2010 et 2011 de la fonction garde-côte et de son centre opérationnel. Elle est spécifique à notre pays, mais elle est européo-compatible. Spécifique, parce que dans la plupart des pays, les compétences du temps de paix de l'État en mer sont exercées par une administration dominante qui est souvent appelée garde-côte. Et cette garde-côte dispose de la compétence administrative et des moyens opérationnels d'intervention en mer. Le modèle français d'action de l'État en mer, lui, est fondé sur la coopération des diverses administrations maritimes qui disposent de moyens et de compétences. Et je les cite, les affaires maritimes, les douanes, la gendarmerie nationale, la sécurité civile et la marine nationale, je vais y revenir, et je pourrais aussi citer la Société de sauvetage en mer, qui est une association d'utilité publique, mais qui remplit une mission, un service public très important, qui est celui du sauvetage. Alors, spécificité encore, je reviens sur le rôle central que joue notre marine, rôle central à plusieurs titres. D'abord parce que les préfets maritimes sont des amiraux qui ont, en plus de ces attributions préfectorales, l'autorité opérationnelle, donc sur tous les éléments aéromaritimes dans leur zone.
Rôle central de la marine aussi parce que c'est elle qui dispose des moyens les plus importants, moyens navals et aéronavals, et qui lui permettent d'intervenir de la côte jusqu'à la haute mer. Enfin, les habilitations des commandants des navires d'État, et donc des navires de guerre, leur ouvrent un large champ d'intervention, notamment dans le domaine de la sûreté. Je citerai la piraterie, la lutte contre les trafics illicites, la constatation des pollutions, etc. Mais l'Europe a aussi mis sa marque dans notre organisation en intervenant principalement dans le champ environnemental, car outre ses compétences anciennes dans le domaine de la pêche et des transports, elle a, par une directive de 2008, créé des régions maritimes qui ont rebattu la carte territoriale et créé pour la France 4 sous-régions. Manche-Est, mer du Nord, Nord-Atlantique, Manche-Ouest, Sud-Atlantique et Méditerranée. Et ces 4 façades vont se superposer à l'organisation en 3 façades classiques pour constituer le cadre de définition des stratégies de façade, stratégies qui sont élaborées en concertation au sein de 4 conseils de façade sous la houlette de 2 préfets coordinateurs, les préfets maritimes déjà cités et les préfets terrestres de région dont le siège est celui de chacune de ces 4 sous-régions. Alors, je voudrais revenir et insister sur le mot de concertation que je vais employer et qui est probablement une des évolutions majeures et positives qu'a connue notre gouvernance depuis une dizaine d'années. Car nous sommes passés d'un modèle exclusivement régalien et centralisé à un modèle plus démocratique, plus décentralisé, où les collectivités territoriales et les partenaires sociaux, les associations, participent à une administration de la mer plus démocratique et plus adaptée aux enjeux de demain. L'énergie renouvelable, le climat, la biodiversité et la gestion partagée de l'espace marin. Je souligne pour terminer avec cette première question que le dispositif d'action de l'État en mer constitue un facteur fondamental de cohérence et d'unité de la France maritime. Et je tiens à insister sur le fait qu'il faut préserver cette organisation tout en veillant soigneusement à l'équilibre entre cette structure étatique et des instances locales citoyennes dont la participation à la gouvernance ne doit pas conduire à l'émiettement administratif du littoral et des espaces maritimes, car la mer est un milieu unique et continu. Voilà, peut-être un peu longuement répondu ou tenté de répondre à votre question. Merci beaucoup. Vous aurez probablement des questions qui vous seront posées pour développer encore plus, mais j'aimerais vous demander plus précisément, d'après vous, pourquoi le président Emmanuel Macron a-t-il choisi de compléter cette gouvernance en recréant un ministère de la mer? Au fond, quel défaut de la gouvernance maritime française ce ministère est-il censé corriger? Alors, vous savez qu'il y avait jusqu'aux années 90 un ministère de la mer qui avait été créé en 1981 et qui avait été donné à celui qui fut le premier, le plus remarquable des ministres de la mer de cette première phase, qui était Louis Lepinsec. Et puis, il a disparu pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir dans les années 90. Alors, après cette éclipse de 30 ans, la création ou la recréation de ce ministère en juillet 2020 dans le gouvernement Castex, c'est un symbole fort. Et ce symbole répond à l'ambition maritime présidentielle qui a été affirmée à Montpellier aux Assises de l'économie de la mer en décembre 2019. Alors, maintenant, il faut nuancer parce que quand on lit le décret d'attribution de la ministre, on a un instrument pour mesurer l'impact de cette initiative. Et il faut bien constater, mais vous l'avez dit, Joséphine, dans votre introduction, il faut bien constater que seule la direction des affaires maritimes est directement rattachée à la ministre. Les autres directions qui traitent des questions maritimes au plan gouvernemental sont seulement en partage sous des terminologies diverses. C'est peu dire que la compétence maritime, la compétence de la ministre est partagée, pour ne pas dire concurrencée. Et donc nous disposons actuellement de 2 outils. Un outil auprès du Premier ministre,
qui reste, si je peux dire, le super ministre de la mer et un ministre de la mer. Et je pense qu'il faut préserver ce double dispositif central et le renforcer. Je pense qu'il faut, d'une part, renforcer le ministre de la mer en lui conférant une armature administrative élargie et pérenne. Alors, c'est une opération délicate, parce qu'elle ne pourra se faire qu'en prélevant des directions et services aux autres ministères, comme les ministères de la transition écologique, des transports ou de l'agriculture. Nous pourrions rattacher au ministère de la mer tout ce qui a trait au port, tout ce qui a trait à la flotte de commerce, à l'environnement marin, à la pêche. Et c'est une opération qui n'est politiquement envisageable que dans le cadre d'un nouveau gouvernement, bien sûr. Il ne faut pas modifier l'équilibre actuel et l'action politique actuellement menée avec dynamisme par Madame Girardin. L'autre action de renforcement, c'est au niveau du Premier ministre. Et il faut renforcer le lien de la ministre de la Mer avec le Premier ministre. Si ce ministère doit être celui de la coordination maritime, je rappelle ou j'indique que seul Matignon peut jouer le rôle d'arbitre interministériel. Et ces deux fonctions disposent déjà d'un instrument. C'est cet instrument qu'il faut consolider, c'est bien sûr le secrétariat général de la mer. Et on pourrait le fortifier en créant auprès du Premier ministre un haut conseil de la France maritime qui serait constitué non par la fusion, mais par la réunion des instances consultatives et professionnelles, instances maritimes, qui sont trop nombreuses et qui doivent être rassemblées pour mieux peser. Je pense au Conseil national de la mer et littoral, au Conseil supérieur de la marine marchande, au Comité national des pêches, à l'Association nationale des élus du littoral. Donc il y a beaucoup d'instances, elles sont dispersées, il faudrait les rassembler pour donner à l'action de ces deux gouvernants de la mer que sont le Premier ministre et la ministre de la mer une légitimité et une assise beaucoup plus importante. Voilà ce qu'on peut proposer pour renforcer notre dispositif actuel et souligner que la communauté maritime, et je pense que Frédéric nous l'indiquera, la communauté maritime était dans l'attente de disposer d'un ministre de la mer. C'est une mesure qui est à la fois symbolique, mais c'est une mesure forte qui permet de bien incarner les ambitions maritimes de la France. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire général. Je pense que vous aurez de nombreuses questions pour préciser ces propositions. Je souhaite maintenant m'adresser à l'amiral Alain Coldefy. Voilà. Parfait. Bonjour, amiral. Bonjour. Alors, amiral, dans votre récent ouvrage intitulé Le sel et les étoiles, publié en 2020 aux éditions Fabre, vous consacrez un chapitre entier à la notion de puissance maritime française. Alors, qu'est-ce qui caractérise selon vous une puissance maritime aujourd'hui et quels sont les grands enjeux ou les grands défis que la France doit relever aujourd'hui et puis qu'elle devra relever demain pour rester une puissance maritime? Alors, merci beaucoup Joséphine de cette présentation. Effectivement, la notion de puissance maritime a déjà été définie et avant que de la définir, je voudrais simplement, si vous passez la vue suivante, rappeler ce qu'est la mer et la France. La France, vue par les Français à gauche, c'est ce point rouge. Vue par les manuels scolaires, bien sûr, on a les Outre-mer. Et vue par les marins, il y a tous les enjeux stratégiques dont on parlera, bien sûr. Les zones de conflit, les zones de commerce, les zones de pêche, etc. etc. On voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'une présentation rapide pourrait faire croire. Alors, si vous passez la vue suivante, j'ai essayé de mettre sur une seule planche, forcément réductrice, ce qui est convenu d'appeler en général, depuis Mahan d'ailleurs, les facteurs de la puissance maritime. Ces facteurs, en fait, ils forment un tout. Une puissance maritime, c'est une puissance de la mer, certes, mais c'est une puissance qui s'exerce grâce à un ensemble de données historiques, culturelles, économiques, etc., qui font que c'est une puissance maritime. C'est au jour d'aujourd'hui, vous avez cité l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni en introduction.
La mission de la marine britannique, si vous allez sur le site de la marine britannique aujourd'hui, elle est la même depuis des siècles. Elle protège le commerce de la couronne et elle participe de la croissance économique du pays. Elle n'a jamais eu vocation, alors bien sûr, elle a maîtrisé les mers, en particulier au XIXe siècle, mais elle a eu cette vocation qui était liée au commerce. Si vous regardez l'histoire de la marine américaine, sa première opération de guerre, elle s'est faite contre les pirates barbaresques de la côte d'Afrique du Nord, qui prenaient les gens en otage, piratés, rançon, etc. Donc on voit bien que beaucoup de choses sont intervenues. Ces facteurs, c'est d'abord l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire du pays, de son peuple, de sa société, de sa gouvernance. La longévité des dirigeants, c'est important. Il n'y a pas de puissance maritime sans dirigeants qui aient une grande longévité. Et bien sûr, ce poids de l'histoire, il est plus ou moins important selon les pays et ça traîne pendant des siècles. La France n'est pas un pays historiquement maritime, bien qu'elle ait la plus grande zone économique mondiale, économique exclusive mondiale. La deuxième, c'est la culture. C'est un petit peu lié. La culture, c'est bien sûr la littérature, l'enseignement, etc. J'ai mis l'académie, on y reviendra plus tard. Le troisième facteur, c'est la géographie. Alors, sous la géographie, bien sûr, on voit bien la géographie physique, les côtes, les territoires, les îles, etc., qui fait qu'un pays, bien sûr, un pays au centre de l'Europe ne sera pas une puissance maritime, même s'il cherche à l'avoir. Et quand un pays n'a pas d'accès à la mer, comme la Russie de Pierre le Grand, elle cherche à en avoir et à participer à toutes les opérations sur toutes les mers. Le quatrième facteur, ce sont les richesses. Alors les richesses, j'ai mis ça de façon un petit peu globale, la technologie, les ressources, l'économie maritime. Là, je pense que tous les intervenants pourront je veux dire, élaborer là-dessus, car c'est notre domaine d'action considérable. Je dirais que nos points forts en France, c'est la technologie, la recherche scientifique, tout ce qui est j'allais dire, innovation. En revanche, les ports, la pêche, le tourisme, là on est faible, mais il n'y a pas que dans ce domaine où on est faible. Le quatrième facteur, c'est une marine de guerre puissante, mais vous voyez que, le cinquième, pardon, vous voyez qu'il n'arrive qu'en cinquième. Quand on dispose d'une histoire, une culture, une géographie de richesses qui sont réparties dans le monde entier, il faut une marine de guerre pour protéger. Et quand j'ai mis volontiers marine de guerre, alors vous savez qu'en France, la marine est une marine nationale, parce qu'elle fait un peu moins d'un tiers de ses activités d'heures de mer et d'heures de vol au service de l'action civile de l'État, un peu comme la gendarmerie nationale. C'est pour ça qu'on n'appelle pas marine de guerre ni armée de mer, mais c'est elle qui va donner du liant, du corps et de la capacité de protéger. 100% de notre pétrole arrive tous les jours par voie de mer. J'allais dire 100% des bananes arrivent à Dunkerque, mais ça c'est juste pour vérifier si vous suivez. Et cette marine de guerre, elle est actuellement la marine la plus puissante en Europe, mais bon, elle est contestée bien sûr par beaucoup d'autres, et on pourra en reparler. Mais bien sûr, un ensemble d'autres moyens militaires et civils. Alors, si vous passez à la vue suivante, il y en a encore deux. Si vous passez à la vue suivante, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour le ministère de la Mer? Il faut donner une ambition. Vous voyez bien que les 5 éléments que j'ai indiqués plus haut ont la difficulté à se relier entre eux. Voilà. Et il y a un établissement, il y a une structure qui est l'Académie de Marine, dont j'ai mis le titre des 6 sections, qui représente cet ensemble. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que à certains moments de son histoire, la France a su donner un élan, un espoir, une vision, une ambition à la France. Sortir de la Première Guerre mondiale, le gouvernement décide d'obliger l'Académie de Marine, qui est une académie scientifique et qu'il reste, à s'ouvrir à toutes les disciplines de la mer, avec la Ligue maritime, etc. Dans le même temps, elle lance l'industrie aéronautique, l'aéropostale, l'industrie des moteurs d'avion. Donc on voit bien que sortir de cette guerre, il fallait donner, j'allais dire, de l'envie, j'ai dit des étoiles ou quelque chose comme ça qui fasse que nos concitoyens
et envie de faire quelque chose. Si je vais un peu plus loin dans l'histoire, quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir, au début des années 60, il a lancé l'aéronautique, l'espace et le nucléaire. On est toujours dans les premières nations mondiales dans ces trois disciplines. Et bien maintenant, c'est au ministère de la Mer, l'année suivante, de donner cette ambition politique à la France, parce que vous avez parlé des Global Commons. Ces Global Commons, c'est en fait le cyberespace, l'espace lui-même et la mer doit faire partie de cette ambition française. Alors, on cherche l'homme politique ou la femme, qui va donner cette ambition à la France, parce que notre richesse est là, vous allez sans doute le dire mieux que moi, notre avenir est là, l'avenir de nos enfants. J'ai mis ressources, économie, sciences, etc., mais il y a énormément de choses qui vont être liées au fait que la France va s'intéresser à la mer. Et le ministère de la Mer, au-delà des décrets d'application, est-ce qu'il y a la tutelle des écoles nationales supérieures maritimes, qui s'occupe de la pêche, etc. Il faut que moi, ce que je vois dans ce ministère, c'est un ministère politique qui donne du souffle à une politique, qui donne envie de la mer et qui donne envie aux Français de, allez, on y va, on se lance dans tout, et particulièrement dans le domaine industriel, économique, etc. On a des richesses considérables, il y a un avenir scientifique, allons-y. Merci beaucoup, Amiral. Juste une petite précision. Est-ce que vous pensez que cette vision de la France, cette vision de la stratégie maritime française, est-ce que vous pensez que le ministère de la Mer actuel, va la défendre, va la promouvoir? Est-ce que vous pensez que ça fait partie de sa raison d'être aujourd'hui? C'est la question qu'il faut poser au ministre, ou à la ministre en l'occurrence. Je veux dire, le ministre, il est là pour s'inscrire dans la politique du gouvernement, certes, mais donner la tonalité politique. Je veux dire, là, le débat administratif entre les directeurs de cabinet pour savoir qui va avoir dans les décrets d'application, etc., qui va avoir barre sur un tel, etc., n'a aucune importance. N'a aucune importance. Ce qui est intéressant pour la France et les Français, c'est que ce ministre de la Mer, puisque personne d'autre ne porte cet ensemble de disciplines, il est cette image politique, cette volonté de faire aimer la mer aux Français et de lancer cette politique. D'ailleurs, tout à l'heure, le commissaire général Fillon a nommé Louis Le Pinsec, qui a été le premier ministre ou secrétaire ministre de la mer, je crois, et qui portait cette ambition de mémoire, puisque c'est maintenant il y a 40 ans, et après, ça s'est un petit peu effiloché. Et moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. C'est à la ministre d'avoir cette ambition et de la porter, en accord bien sûr avec le Premier ministre et le chef de l'État. Merci beaucoup, Amiral. Je me tourne maintenant vers Monsieur Moncani de Saint-Aignan. Alors, en tant que président du cluster maritime français, vous êtes surtout concerné par les enjeux de l'économie maritime. Pourriez-vous commencer par nous expliquer ce qu'est un cluster maritime? Alors, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et merci de m'avoir invité à cette conférence numérique. Effectivement, peut-être qu'est-ce que c'est qu'un cluster maritime? Alors, je pense qu'à peu près tout le monde maintenant sait ce qu'est un cluster. C'est un regroupement qui peut être sectoriel, qui peut être géographique. Le cluster maritime français a une particularité, c'est qu'il est transsectoriel et transgéographique. C'est un cluster d'une filière, de la filière de l'économie maritime qui est extrêmement large, extrêmement vaste. Peut-être en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le cluster maritime français. Aujourd'hui, nous sommes plus de 440 entreprises de toute taille, de tous ordres. Un certain nombre de dirigeants sont autour de cette table numérique. Et nous avons trois objets dans notre association. Le premier objet, c'est bien évidemment de créer des synergies entre les différents acteurs de l'économie maritime. Je suis moi-même je suis officier de la marine marchande d'origine, et quand j'ai commencé il y a maintenant quelques nombreuses années, je me souviens que les secteurs ne se parlaient pas. Aujourd'hui, les secteurs se parlent, et c'est en très grande partie grâce au cluster maritime français. Donc, créer des synergies pour développer l'économie maritime au sens le plus large. Deuxième objet, c'est faire de la communication institutionnelle, faire savoir aux institutions
quelle qu'elle soit, l'importance de notre secteur maritime, l'importance de notre géographie maritime, l'importance de nos acteurs maritimes et toutes les potentialités qui sont les nôtres. Et puis le troisième objet qui découle d'ailleurs du second, c'est de faire du lobbying d'intérêt général auprès des décideurs économiques, auprès des décideurs politiques, auprès des décideurs réglementaires pour que les affaires de l'économie maritime, les affaires de l'économie bleue, ce qu'on appelle l'économie bleue ou la croissance bleue, soient toujours présents à l'esprit de nos gouvernants. Et je crois que la renaissance du ministère de la Mer traduit clairement un certain succès de nos actions de lobbying pour que les affaires de la mer, évidemment on n'est pas les seuls, mais les affaires de l'économie maritime soient une préoccupation de nos gouvernants, puisque, et ça a été rappelé par les intervenants précédents, il y a plus de 30 ans qu'il n'y avait pas eu d'un ministère de la mer. Je pense que là-dessus aussi, il ne faut pas bouder son plaisir, il faut saluer ce ministère de la mer, même si effectivement on pourra discuter ensuite des différents niveaux et des différentes méthodes de gouvernance. Donc voilà ce que c'est qu'un cluster maritime, mais je ne serai pas complet sans et je reprendrai la carte que l'amiral a montrée à l'instant, sans dire que le cluster maritime français, il est un petit peu métropolitain et beaucoup ultramarins, puisque n'oublions pas que la zone économique exclusive, la deuxième au monde, est constituée à 97% des territoires ultramarins. Seuls 3%, c'est la mer autour de la France hexagonale. Et donc, nous avons des petits frères dans chacun des territoires d'outre-mer, cluster maritime de Martinique, de Guadeloupe, de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, de Réunion, etc., et j'en oublie. Et puis également, la mer n'a pas de frontières, l'océan n'est qu'un, et donc nous avons aussi des partenariats, du travail avec bien sûr les pays européens, et je suis vice-président de l'ENMC, le European Network of Maritime Clusters, donc il y a des clusters maritimes dans les 18 pays européens, les 18 pays qui ont un accès à la mer. Et puis, bien sûr, nous avons des partenariats avec le cluster maritime de Tunisie, avec le cluster maritime d'Afrique francophone. Voilà, donc voilà ce que c'est qu'un cluster maritime et comment ça travaille. Et je tiens à souligner que pour réaliser tout ça, on est une toute petite équipe. Et permettez-moi de saluer le travail de l'équipe qui arrive à bouger tout cela. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une autre question maintenant. Étant donné votre expérience et votre connaissance des enjeux maritimes, d'après vous, quels sont les atouts et les faiblesses de notre économie maritime? Et quelle serait l'organisation ou la gouvernance idéale ou du moins souhaitable pour faire fructifier ces atouts et pour que la France conserve une place de choix au sein de l'économie maritime mondiale? Alors, c'est toujours un peu complexe de dire quels sont les atouts et les faiblesses de l'économie maritime. Alors, pour les atouts, je vais prendre une figure que nous avons développée il y a maintenant quelques années et qu'on appelle le facteur 20. Alors, je vous rassure, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre cette formule mathématique du facteur 20, mais c'est simplement pour dire pourquoi la France a 20 raisons d'être l'un des premiers pays sur le plan maritime. Et je me garderai d'utiliser le mot de puissance maritime. On pourra en discuter après. C'est un mot que je n'aime pas trop. La France est un pays maritime, mais ce n'est pas une puissance maritime. Et ce n'est peut-être pas nécessaire qu'elle le devienne. Donc le facteur 20, c'est quoi ? C'est issu d'ailleurs d'un rapport de l'OCDE qui, en 2016, indiquait que l'économie maritime mondiale, qui représentait à l'époque 1500 milliards de dollars, allait doubler à un horizon de 2030, donc on s'en rapproche de plus en plus, et passer à 3000 milliards de dollars. Et nous nous sommes dit au cluster maritime français, avec nos partenaires, si l'économie maritime mondiale a cette destinée de doubler, l'économie maritime française doit avoir cette même ambition. Pas une destinée, mais l'ambition. Et au service de cette ambition, il faut une méthode. Et une méthode, c'est déjà de comprendre quels sont nos atouts, vous l'avez dit, et quelles sont bien sûr nos faiblesses. Et donc, nos atouts, c'est 20 raisons.
qui sont d'abord les 5 secteurs traditionnels, hein, que je ne vais pas développer parce que le temps est un peu court, mais les secteurs de l'économie maritime auxquels tout le monde pense immédiatement, hein, c'est la pêche, le commerce, les ressources énergétiques fossiles, tout ce qui est télécommunications, ça a été dit tout à l'heure, et puis tout ce qui est bien sûr construction navale et nautique. Donc ça, c'est les secteurs traditionnels. Les secteurs émergents, qui ont d'ailleurs été définis par la Commission européenne dans les années 2012, ce sont les secteurs dont la potentialité de développement est très forte. Les énergies marines renouvelables, les biotechnologies marines, le tourisme et le littoral et les côtiers, tout ce qui est les ressources minérales profondes, et puis le dernier enjeu, c'est bien sûr tout ce qui est également les biotechnologies. Donc, ça nous fait 10 raisons. Mais à cela, il faut en rajouter 8 qui sont les facteurs de grande expertise française qui ne sont pas de l'économie maritime. On peut parler de la formation, on peut parler du spatial, on peut parler des infrastructures, on peut parler de la sécurité, etc. Et donc, sur ces 8 enjeux doivent venir compléter la panoplie et aider les secteurs de l'économie maritime à se développer. Et puis, ça nous fait 18, et donc pour arriver à 20, il nous en manque 2. On les a déjà cités plus ou moins. Un, c'est bien sûr notre géographie, notre zone économique exclusive. Ça a peut-être été dit, mais il faut bien voir que la France est riveraine de quasiment tous les pays du monde. La France est voisine des pays du monde. La France est capable de faire des expérimentations dans ses eaux à elle, qui sont des eaux froides, des eaux chaudes, climat tropical, climat polaire, climat tempéré, etc., etc. Donc ça, c'est la zone économique exclusive. Et puis la 20e raison, c'est tous ces acteurs maritimes de premier plan qui sont français et que malheureusement, je dirais, le grand public, évidemment pas les gens qui sont dans l'audience ce soir, ignorent. Mais je parle évidemment sous le contrôle de Jacques Géraud, mais rappelez que CMA-CGM est le 3e armateur mondial. Vous savez, vous faites un micro-trottoir dans la rue, je ne suis pas sûr que ça soit la réponse qui vienne immédiatement. Rappelez que Bourbon est le premier opérateur mondial de soutien à l'offshore. Rappelez que GTT est le premier équipementier mondial sur le gaz, etc. etc. Total, enfin, je pourrais en citer beaucoup. Et donc, ces atouts-là, ils sont là. Alors, s'il y a des faiblesses derrière, bah, c'est peut-être un peu d'abord, j'allais dire, de modestie. De modestie parce que la France a toujours du mal à se voir comme un pays maritime. Et pour ça, encore une fois, moi, je salue l'arrivée du ministère de la Mer, qui est la conséquence, je dirais, de la prise de conscience par le président de la République et le Premier ministre, les premiers ministres, les deux qui se sont succédés, de cette importance de l'économie maritime. Rappelons que aux assises de l'économie de la mer à Montpellier en 2019, que nous co-organisons avec le groupe Ouest France et le Marin, le président de la République est venu faire un discours d'1 heure, puis resté 1 heure et demie avec nous, où, si on veut le résumer d'une phrase, il a dit l'avenir de la France est un avenir maritime. Et ça a été traduit dans les faits rapidement derrière, puisque rapidement au mois de juillet, le ministère de la Mer a été recréé. Je veux juste dire à cette occasion aussi que j'ai beaucoup de contacts avec mes homologues européens, et je peux vous dire que quand on a annoncé la création d'un ministère de la Mer en France, mes homologues européens, un certain nombre, m'ont exprimé leur surprise, leur satisfaction, parfois même un peu de jalousie. Donc, imaginons que c'est plutôt positif. Suivant, et très peu de temps après, il y a eu la nomination d'un ambassadeur, hein, qui n'est pas l'ambassadeur des pôles tel qu'on l'avait connu avant, et puis il y a eu des épisodes sur lesquels je ne reviendrai pas, mais qui est l'ambassadeur des pôles et des enjeux maritimes, qui a été nommé au Conseil des ministres. Donc, on a toute une
toute une structuration. Alors, j'aime pas le mot structuration. On a un alignement de planètes qui fait que pour nous, acteurs de l'économie maritime, on salue cette arrivée du ministère de la Mer. C'est pas la fin de l'histoire, loin de là. Vous savez, la gouvernance, quand on est dans l'économie maritime, c'est peut-être pas notre premier sujet. Ce qu'on veut, c'est quelque chose d'efficace. Alors, quelque chose d'efficace, ça passe notamment par du travail mixte, public-privé. Et je salue d'ailleurs au passage Jean-François Tallec et Bernard Blanchet, que je les ai vus connectés, qui ont participé à un rapport de la Fondation Concorde qui exprime un peu ces questions de gouvernance mixte public-privé. Voilà, et puis il y a un point d'actualité, mais je ne sais pas s'il me reste encore une minute, mais il est vraiment tout chaud, tout frais, puisque pour ceux qui sont abonnés à ce journal professionnel qui s'appelle Le Marin, eh bien, Annick Girardin donne ce soir une interview dans Le Marin où elle exprime ses attentes, ses ambitions dans le cadre de ce qu'on appelle le Fontenoy du maritime. Et j'en suis d'autant plus ravi qu'elle m'y confie une mission de coordonner, de piloter la mise en marche de l'écosystème maritime pour que le pavillon français soit de nouveau l'un des pavillons phares. Il faut bien voir que dans cette crise Covid, qui est un drame sur beaucoup de plans, on a quand même une opportunité, et je terminerai là-dessus, qui, à mon sens, est une opportunité qui ne s'est jamais produite depuis la dernière guerre, c'est de restaurer la souveraineté française dans tous ses aspects, et le transport maritime, les énergies, les biotechnologies sont des atouts de souveraineté, et il faut que le maritime y prenne toute sa place. En tout cas, ça sera mon ambition dans les 2 mois et demi qui viennent. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Pour finir ce tour de table, je me tourne maintenant vers Monsieur le Préfet honoraire Jacques Géraud. Alors, vous êtes conseiller institutionnel du groupe CMA-CGM et vous avez aussi travaillé en tant que directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la Défense et des anciens combattants. Alors, Jacques Géraud, le secteur de l'économie maritime représente 90% du transport mondial. Il s'agit donc d'un secteur stratégique essentiel à l'approvisionnement de notre pays. Et je souhaiterais vous interroger sur 3 enjeux principaux. Le premier, c'est celui des ports et de leurs infrastructures. Comment parvenir aujourd'hui à une excellence portuaire? Le second enjeu, c'est celui des hommes et des navires. Comment peut-on pallier le manque d'officiers de marine et augmenter le nombre de navires sous pavillon français? Et enfin, le troisième enjeu, c'est celui de la transition écologique. Comment parvenir à des ports et à des navires plus propres, moins polluants? Merci beaucoup, Joséphine. Je vais essayer d'être le plus ramassé possible pour permettre un bon jeu de questions et de réponses. Je souhaiterais aussi, s'il vous plaît, intervenir, car j'ai beaucoup apprécié le propos de l'amiral Coldefi, qui me paraît absolument fondamental, crucial, très pertinent pour le sujet maritime que nous évoquons aujourd'hui. D'abord, l'excellence portuaire. Ce qui est tout à fait étonnant quand on commence à s'imprégner des sujets maritimes et de transport maritime, c'est qu'on voit que depuis toujours, on conçoit un port comme étant regardant, je dirais, du côté de la mer, jamais du côté de la terre. Or, vous l'avez dit, 90% du transport de marchandises dans le monde, c'est du transport maritime. Et donc, il faut considérer les choses en termes de chaîne logistique, de l'amont à l'aval, jusqu'au client, jusqu'au dernier kilomètre. C'est ça l'excellence portuaire. Et alors, tout ça poser des difficultés chez nous, et donc des questions à régler. D'abord, vous avez un rapport qui est sorti, qui a été publié le 1er juillet dernier, le rapport Vaspar, un rapport remarquable, dont il ressort que 40% des marchandises venant du monde entier et à destination de la France arrivent à Rotterdam et Anvers, d'où elles sont débarquées,
avant de revenir sur le territoire national par camion. Cela est-il concevable? Et ça pose la question du patriotisme économique dans notre pays. Et ce que je souhaiterais, c'est ça aussi, donc le premier élément de l'excellence portuaire, en termes de gouvernance, c'est que les services de l'État, les acteurs économiques, les collectivités locales travaillent en concordance pour aller au fond de ces problèmes et les régler. Cela est totalement possible. Si vous prenez par exemple le port de Dunkerque, le directeur du port de Dunkerque, M. Raison, est un homme tout à fait remarquable, qui a réuni tous ceux que je viens d'évoquer autour d'une même table et qui a permis, grâce à ses relations de travail, de faire en sorte que les acteurs en question, les armateurs, fassent précisément preuve de patriotisme économique. Et on est passé de 8% de marchandises débarquées à Dunkerque à près de 20% en 3 ou 4 mois. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est la même chose sur notamment les grands ports maritimes du Havre et de Marseille. Vous voyez, c'est tout simple. Il ne s'agit pas de texte, il ne s'agit pas de commission, il ne s'agit pas... Non, simplement faire en sorte qu'on réunisse en gouvernance autour de la même table tous ceux qui se sentiront motivés pour y parvenir. Deuxièmement, l'excellence, c'est le digital. Le groupe CMA-CGM s'est engagé à marche forcée depuis plusieurs années dans le digital pour faire en sorte que le client sache précisément à tout moment où est son conteneur et qu'il puisse à tout moment, comment dirais-je, connaître quelle est la chaîne qui va du transitaire à la douane, au port, au navire et à l'autre bout du monde, à l'entrepôt. Donc le digital, c'est tout à fait important. Il faut bien malheureusement reconnaître qu'en France, nous avons 2 systèmes numériques, pilotés par des sociétés privées d'ailleurs, qui ne sont pas compatibles entre eux, l'un au Havre, l'autre à Marseille. Donc il me paraît indispensable qu'au niveau de l'État, on arrive à constituer une chaîne intégrant tous ces acteurs que je viens d'évoquer, maritimes, portuaires, terrestres, totalement intégrés. C'est ça qui sera le facteur de coût déterminant par rapport à tous nos compétiteurs étrangers. Et on pourrait d'ailleurs imaginer que cette chaîne logistique nationale étant constituée, on ait la même chose au plan de l'Union européenne dans un deuxième temps. Troisième enjeu qui me paraît tout à fait important, c'est la constitution de vastes zones logistiques auprès des infrastructures portuaires. Autant des Amazones et autres, ce facteur-là est majeur. Donc, comment développer le e-commerce, comment structurer les chaînes d'assemblage à proximité des ports, c'est un sujet de première importance. Et on voit à l'étranger, hein, vous savez qu'il y a un hub à Kingston, à la Jamaïque, qui a été constitué, CMA-CGM en est un acteur très important. Eh bien, l'e-commerce a grandement fait le succès du port de Kingston, qui irrigue maintenant tout l'océan Atlantique, tout le nord de l'océan Atlantique, y compris au-delà de Panama par la suite. Ensuite, je voudrais évoquer l'intermodalité. Les Pays-Bas ont réussi à développer tout un réseau chaîné de canaux, de voies fluviales et de transport ferroviaire à partir des infrastructures portuaires. Chez nous, cela n'existe pas. J'ai été préfet coordonnateur du bassin Rhône quand j'étais préfet de la région Rhône-Alpes. Bon, on a un peu développé les choses, mais on pourrait, il faut le savoir, multiplier par 3 le transport maritime, le transport fluvial sans un seul euro supplémentaire d'investissement. Au Havre, c'est la même chose. Les camions aujourd'hui, ils arrivent au Havre, à quai. Si vous voulez passer par la voie maritime, il y a 5 ruptures de charge. Par la voie ferroviaire, c'est la même chose. Alors, des efforts sont engagés quand même par le délégué interministériel, notamment de l'axe Seine, pour améliorer l'efficacité, je dirais, moderniser les écluses sur le fleuve Seine, pour mettre en place une deuxième voie ferroviaire entre Le Havre et Paris, et puis un projet qui s'appelle La Chatière, qui va permettre
de faire arriver les barges directement sur Grand Port de Nil ou Havre. Oui, il y a des choses qui se font, mais de manière insuffisante et trop parcellaire, je le pense. Cela étant, la fusion des trois ports du Havre, de Rouen et de Paris, qu'on appelle AROPA, qui vient d'être décidée au sein du dernier CIMER, du Comité interministériel de la mer, est un pas aussi très positif dans ce domaine. Donc l'intermodalité est tout à fait majeure. Alors, deuxième question que vous avez posée, les hommes et les navires. Alors, je voudrais aller un petit peu plus au-delà de ça. Aujourd'hui, la crise du Covid, le conflit entre la Chine et les États-Unis nous montre que nous sommes en train de passer d'un monde totalement intégré, totalement multilatéral, mondialisé, vers un monde différent qui est en train de se constituer en sous-ensembles qui sont des sous-continents, qui sont libéraux à l'intérieur d'eux-mêmes et protectionnistes à l'extérieur. Le continent chinois, le continent indien, les États-Unis, certains pays d'Afrique. On voit donc poindre des embryons majeurs à terme de conflits commerciaux. Vous l'avez dit, 90%. Les blocus dans l'histoire, ça a déjà existé. Les embargos, ça a déjà existé par la voie maritime. Et donc, pour moi, se pose la question majeure d'une flotte stratégique française à la main de la France. Nous avons perdu le contrôle, la possibilité de produire nos molécules pharmaceutiques au profit des Indiens et des Chinois. Mais regardez, supposez que dans un avenir X, un président d'un État, d'un très grand État, peut-être la première puissance mondiale, dise à ses homologues malais et philippins, puisque tous les marins du monde sont malais ou philippins, en tout cas c'est le cas au sein de la flotte CMA-CGM, pour la plupart, je vous interdis que vos marins naviguent sur des navires européens. Eh bien, nous sommes morts. Nous n'existons plus. Et donc, il est indispensable que nous puissions disposer d'une flotte stratégique à notre main pour garantir l'indépendance de nos approvisionnements stratégiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'on développe le pavillon français. Aujourd'hui, il y a 400 navires qui sont sous pavillon français. La flotte CGM, c'est 28 sur 500 navires. Vous voyez que c'est peu de choses. Et le pavillon français permettrait de régler ces problèmes. Parce que pour être sous pavillon français, le commandant et son adjoint, ou un de ses adjoints, doit être français. Et 25% à 35% de l'équipage doivent être français. Donc vous voyez, ça permettre de retrouver la main sur les hommes, sur les navigants, aussi bien que sur les navires. Et je crois que cette question est tout à fait un enjeu fort du Fontenoy du maritime. Je suis en contact permanent, et Rodolphe le fait beaucoup, pour développer cette thèse. Et là aussi, il ne faut pas beaucoup de choses. En 1992, guerre du Golfe, le président de la République de l'époque, M. Mitterrand, a décidé, c'est une loi de 92, que 8% des approvisionnements en pétrole de la France devraient être assurés par des navires français. Eh bien, pourquoi ne pas développer, ne pas amplifier cette loi pour nos autres approvisionnements agroalimentaires, technologiques, etc., etc. Donc, vous voyez, cette question est cruciale. Et quand on parle de ça, on voit que malheureusement, nous n'avons pas les officiers, nous n'avons pas les marins. Et il est triste de voir que quand CMA-CGM veut placer sous pavillon français ces 32 futurs navires qui seront propulsés au GNL en 2022 sous pavillon français, nous ne pouvons pas le faire. Nous les plaçons sous pavillon maltais. Malgré, et Rodolphe Saadé, malgré le surcoût que présente le pavillon français, serait prêt à le faire. Parce que l'ENSM est une école d'excellence. On a eu 40 navires qui étaient sous pavillon britannique. Avec le Brexit, nous avons dépavillonné, pavillon maltais. On pourrait constituer une école ENSM d'excellence nationale, européenne, mondiale. On pourrait développer en cette période où le chômage est quelque chose de gravissime dans notre pays, eh bien,
des quantités d'officiers français qui d'ailleurs travailleraient sous pavillon français, mais aussi sous pavillon maltais, sous autres pavillons, que sais-je. Donc je crois que ce sujet-là aussi est très important. Troisième question que vous avez posée, la transition écologique. C'est évidemment quelque chose qui est au cœur des problématiques. Et il ne faut pas qu'on rate le coche. Il ne faut pas qu'on rate le coche en termes de R&D. Il est très important que nous puissions avoir un État français soutenant comment dirais-je, l'ammoniac, soutenant l'hydrogène. Alors, le plan lancé par Bruno Le Maire est de 7,5 milliards d'euros, mais le maritime, pour l'instant, n'est pas intégré dans ce plan. Donc là aussi, nous nous battons pour que ce soit le cas. Mais vous voyez que là, il y a quelque chose de très fort. Même chose pour les biocarburants. C'est encore plus important que l'hydrogène. On a tenté des expériences très positives chez CMA-CGM de carburants alternatifs avec un petit peu de fuel, des résidus forestiers, des huiles végétales. Et ça marche sans modifier les chaudières des navires. Mais là aussi, il faut de la recherche et développement. Et puis, naturellement, il faut que les ports français se dotent des structures de soudage au GNL, de soudage aux biocarburants, et cible avec des filières françaises. Moi, j'étais un petit peu triste de voir, par exemple, que alors que des sociétés françaises proposaient des solutions très intéressantes de navires soudés français, donc à Fos-sur-Mer, eh bien, le groupe Total a préféré recourir à un japonais. Pourquoi? Donc là, il y a cette question qui me paraît vraiment tout à fait délicate. Et puis, la transition écologique, c'est aussi évidemment la recherche et le développement pour l'étrave des navires, les profilages des bulbes des navires, le recours à des carburants, comme je l'ai dit, au GNL. Il y a des quantités comme ça de solutions, d'imagination, et nous avons de très nombreux ingénieurs dans nos startups qui sont vraiment en pointe dans ce domaine. Avec un point tout de même de très grande vigilance, c'est ce qu'on appelle les ETS. L'Europe va créer un mécanisme d'échange de quotas carbone qui peut être dévastateur pour nous dans la mesure où seuls les Européens y seraient soumis. Pour que cela marche, il faut que tous les armateurs du monde soient aussi soumis. Parce que si demain, vous prenez un navire chinois qui part de Shanghai pour aller à Rotterdam, aujourd'hui il débarque ses marchandises à Marseille, si jamais il doit payer des ETS, eh bien demain, il ne va plus escaler à Marseille, il va escaler à Tanger. Et ensuite, il va aller à Douvres, Brexit. Et puis, il va arriver comme une fleur en payant très peu de droits à Rotterdam ou à Anvers. Donc, je crois que ces sujets-là, qui sont de court terme, la Commission doit proposer un plan de TS en juin prochain. Ces sujets sont aussi vraiment des points extrêmement importants de vigilance. Tout dernier point, pardonnez-moi, je vous ai dit que je vais revenir sur ce qu'on dit très justement Frédéric Moncani et l'amiral Coldefi. En termes de gouvernance, qui est l'ADN de Sinopia, il nous faut une ambition politique, un souffle que nous n'avons peut-être pas suffisamment encore, avec quelques administrations qui ont souvent une logique de moyens davantage qu'une logique de projet et de résultats. Il y a un manque de souffle. Ça, je dois le dire et le reconnaître. Cela veut dire qu'il faut davantage associer les privés, qu'ils soient pêcheurs, qu'ils soient armateurs, au processus de décision de l'État. Et Jean-François Tallec et Bernard Planchet ont effectivement fait, dans le cadre de Concorde, un rapport tout à fait remarquable. Jean-François a été secrétaire général de la mer, et je crois qu'il faudrait que l'État s'inspire des propositions de ce rapport. Je pense aussi que quand on dit politique, ça veut dire que la personnalité politique qui est à la tête de la stratégie maritime doit être un personnage politique de très grande ampleur, ayant un poids considérable. Alors on a la chance d'avoir avec Mme Girardin quelqu'un qui est très enthousiaste, qui est aussi une ancienne ministre des Outre-mer, qui connaît bien ces sujets. Et je crois que aujourd'hui, comme disait Frédéric, nous sommes un peu à une croisée des chemins. Mme Girardin va annoncer début mai les résultats et les décisions de l'État sur le Fontenoy du maritime.
60 interlocuteurs privés ont été auditionnés. Nous attendons beaucoup de cela, mais quand je dis nous attendons beaucoup, ce sont des résultats concrets, identifiables, pas des commissions, pas des armées mexicaines de on va créer une agence ou ceci ou cela, non, des actes assortis d'un calendrier. Voilà, pardonnez-moi, je ne veux pas être trop long sur un sujet aussi vaste que celui-là. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes pour vous poser encore quelques questions. Alors, je vais m'adresser au commissaire général Jean-Louis Fillon pour commencer. Pourquoi le premier ministère de la mer a-t-il été supprimé? Écoutez, c'est une longue histoire, je vais essayer de la raconter brièvement. Le premier ministre de la mer, Louis Pincet, que j'ai cité tout à l'heure, était un personnage politique de premier plan qui est arrivé à une période porteuse. D'abord, c'était le début de la gauche au pouvoir, donc il était porté par un enthousiasme et un allant général qui s'est petit à petit perdu sur les questions maritimes pour des bêtes histoires de structures ministérielles et d'insuffisance politique des ministres qui en ont été chargés après lui. Le Pinsec avait une place relativement élevée dans la hiérarchie du gouvernement, et puis au fur et à mesure des nominations et de la succession des divers gouvernements, le titulaire du poste a dégringolé dans la hiérarchie gouvernementale. Il a été ministre délégué, puis secrétaire d'État, puis le dernier des secrétaires d'État. Alors ça, c'est une première explication politique. Et une deuxième explication, c'est que l'organisme qui était le prédécesseur du secrétariat général de la mer, qui s'appelait la mission interministérielle de la mer, a été placé sous l'autorité de ce ministre de la mer. Et je vous laisse imaginer le résultat qui en a découlé quand ce ministre était un sous-ministre, petit secrétaire d'État. Il était incapable d'exercer la coordination interministérielle qui est dévolue au Premier ministre. Et donc, c'est l'éloignement du Premier ministre des questions maritimes, au moins autant que la dégradation de la stature du ministre de la mer qui est à l'origine de cette situation dont on a tiré acte, je crois, avec le gouvernement Balladur, deuxième cohabitation en 1993, mais on a rétabli un organisme fort quand Jacques Chirac est arrivé au pouvoir, et Jacques Chirac avait promis le rétablissement d'un ministère de la mer. Il ne l'a pas fait dans le premier gouvernement Alain Juppé, mais il s'est, si je peux dire, rattrapé aux branches en créant un secrétariat général de la mer qui était beaucoup plus puissant, beaucoup plus dynamique que ne l'avait été la mission interministérielle de la mer. Et à partir de ce moment-là, le secrétariat général de la mer a en quelque sorte éludé la question d'un ministère de la mer parce qu'il était arrimé auprès du Premier ministre et que toutes les questions de coordination interministérielle ont trouvé leur solution naturelle. Mais pour autant, le monde maritime n'a pas trouvé son compte et réclamait depuis longtemps la création nouvelle d'un ministère de la mer. Il a fallu attendre de 1995 à 2020 pour voir à nouveau un ministère de la mer de plein exercice. Mais vous le voyez, avec les questions un petit peu délicates à régler de coexistence d'un Premier ministre super ministre de la mer, outillé avec le CIMER et le SGMER, et d'une ministre de la mer qui doit trouver sa place non seulement à côté des autres ministères qui ont en charge des attributions maritimes, mais aussi auprès du Premier ministre. Et c'est pour ça que je crois que la solution à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure était vraiment d'arrimer le ministère de la mer et le Premier ministre, parce que l'expérience nous a montré que jouer l'un sans l'autre conduisait à une perte d'efficacité de notre gouvernance maritime publique. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors,
Amiral Alain Coldefy, une question pour vous, mais peut-être que d'autres intervenants souhaiteront compléter également. Qu'est-ce que vous pensez d'associer à cette future gouvernance de la mer qu'on évoque des instances représentatives des grandes écoles et des instances de la recherche comme le CEA ou le CNRS? D'associer, pardon, je n'ai pas entendu le début de votre question, excusez-moi. À cette gouvernance de la mer, Oui, des instances représentatives de grandes écoles ou de la recherche. elle devrait déjà y être. C'est tout. Je veux dire, c'est d'une évidence, c'est d'une évidence criante. Je veux dire, on ne fait pas de, si on ne fait pas la recherche et si les grandes écoles, les universités ne sont pas partie prenante, active et dynamique, eh bien, on est à côté de la plaque. Hein, je reviens un peu sur ce que je disais. C'est un souffle politique. Et ce souffle politique, il doit embrasser un petit peu toutes les disciplines, à commencer par les deux que vous indiquez. Merci. Frédéric Moncani de Saint-Aignan, une question peut-être pour vous sur l'Europe. Comment vous voyez-vous une Europe de la mer, l'Europe qui aujourd'hui est plutôt tournée vers le continent et peu encline à développer une politique maritime commune, notamment en Méditerranée? Alors, je crois que l'Europe de la mer, d'abord, il faut prendre acte d'un événement qui est assez important. Mais avec le départ de nos amis britanniques de l'Europe, la France est devenue le premier pays maritime en Europe. Et nous avons donc un devoir, je dirais, de leadership qui devra s'exprimer, et je sais que beaucoup y travaillent, lors de la présidence française de l'Union européenne qui sera à partir du 1er janvier 2022 et pour 6 mois. Les questions de maritime, d'océan, d'économie bleue seront abordées et en tout cas nous faisons tout ce qu'il faut pour que ça soit un des objets majeurs de cette présidence française de l'Union européenne. Ensuite, et c'était dit par notamment Jacques Géraud, mais ça fait partie de notre mission. Même les pays qui ne sont pas maritimes sont immédiatement impactés par les questions maritimes, les questions évidemment de transport de marchandises et de passagers. Et encore deux éléments pour essayer de répondre sans doute très imparfaitement à cette question. Il y a l'élément, je dirais, de la transition environnementale, et le maritime a une énorme place à y jouer, et l'Europe doit être dans cette démarche-là, avec bien sûr, et là aussi ça fait partie des objets, vous savez, le Green Deal qui a été lancé par Ursula von der Leyen devrait se teinter un peu de bleu. Alors les Bretons qui sont autour de cette table numérique apprécieront le glace, hein, qui est un bleu-vert breton. Et en tout cas, nous réclamons à ce qu'il y ait du bleu. Après, sur la Méditerranée, eh bien là aussi, ça fait partie des enjeux. Il y a ce qu'on appelle l'initiative WestMed, qui est portée, hein, qui est, on va dire, un rassemblement de la Méditerranée occidentale sur les questions maritimes. Et c'est quelque chose que nous allons pousser. Donc, l'Europe a un grand terrain de jeu avec les questions maritimes. Et pour ça, il faut, et ce n'est pas toujours facile, qu'un pays en prenne le leadership. Et évidemment, je souhaite que ce soit la France, encore une fois, qui joue cette carte-là. Merci beaucoup. Toujours sur le sujet européen, Jacques Géraud. Sur tous ces sujets maritimes, est-ce que la France est en retard ou au contraire, est-ce qu'elle a une position de leader par rapport à ses voisins européens? Notamment, vous parliez de la faiblesse en quelque sorte de nos ports, de notre compétitivité portuaire, notamment par rapport aux Pays-Bas. Comment est-ce qu'on peut concilier le patriotisme économique dont vous parlez et puis finalement
la solidarité européenne. Je crois, j'ai un petit peu abordé, que nous avons des faiblesses qui peuvent tout à fait être surmontées pour peu que nous en ayons la volonté politique. Et je reviens toujours à cela. On n'a pas besoin de texte, on n'a pas besoin de loi, on a besoin de partager d'abord ce qui est un rêve pour nos générations futures, pour nos enfants et nos petits-enfants, de développement économique, de développement, je dirais, écologique, de développement technologique, tout simplement. Donc, sur le plan européen, ce qui compte, c'est que nous ayons la détermination, je dis bien la détermination, de ne pas passer par des petits accords, des arbitrages qui sont des cotes mal taillées. J'évoquais les ETS, par exemple. Ce sujet est tout à fait crucial et il faut qu'il soit porté au plus haut niveau de l'État. Je crois qu'il l'est au niveau du président de la République. Donc, j'en rejoins ce que disait à l'instant Frédéric Moncani. On a la présidence française de l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2022. Voilà une occasion en or de mettre ça en place. Mais attention aux incantations, aux propos incantatoires. Vous comprenez, j'ai entendu dire, la première personne évoquer le fait que la France était la seconde puissance maritime mondiale dans la bouche de Bernard Pons. J'étais à son cabinet en 1986. Quand un ministre ne sait pas bien ce qu'il a à dire, je caricature un peu le propos, mais il dit que la France est la deuxième puissance maritime. Ça fait 40 ans. Bon. Maintenant, le moment est peut-être venu de transformer le propos en réalité concrète. Et bon, je vous ai donné des exemples. Il y en a, on évoque aussi la propreté des ports. Les grands navires polluent les agglomérations les plus importantes du monde, notamment nationales et les ports d'outre-mer. Marseille, Le Havre, Pointe-à-Pitre, Cayenne, Fort-de-France, etc. Bon, il y a quelque chose qui s'appelle les branchements électriques à quai. Bon, mettre en place des branchements électriques à quai dans tous les ports hexagonaux et ultramarins. Bon, alors, c'est prévu dans le plan de relance, mais de manière insuffisante. Je crois que 75 millions d'euros sont prévus, ce qui est malheureusement c'est un bon début, mais c'est quand même beaucoup trop peu, car par exemple, un navire CMA-CGM mobilise 3 branchements électriques. Et ça coûte, un branchement, ça coûte 1 million d'euros. L'enjeu, il est tout simple, c'est que les navires arrivent, arrêtent leurs machines qui produisent du fioul et qui consomment du fioul jour et nuit pour l'éclairage, pour les soutes, etc. Et on fait des branchements électriques à quai, et ça, c'est zéro CO2, zéro émission. Mais c'est des choses aussi concrètes que ça, assemblées dans un plan assorti d'un calendrier. Merci beaucoup. Alors, une nouvelle question que je vous adresse à tous, vous verrez bien qui voudra y répondre. Aujourd'hui, en Conseil des ministres, la ministre Annick Girardin a présenté la priorité sur laquelle travaille le ministère de la Mer, et cette priorité, c'est la pêche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez bien commenter cette actualité toute chaude? Écoutez, je peux me lancer. La pêche, c'est un enjeu majeur pour nos pêcheurs de l'océan Atlantique et de la Manche, plus particulièrement. Brexit oblige, les pêcheurs sont français, les zones de pêche sont britanniques. Et donc là, on a un bras de fer qui est absolument fondamental pour l'avenir des pêcheurs actuellement et de la flotte de pêche française. Deuxième sujet, outre-mer, il est indispensable de renouveler totalement la flotte de pêche de la Réunion. Et donc, nous avons besoin de subventions européennes pour permettre aux pêcheurs de renouveler leur flotte de navires de moins de 12 mètres, mais aussi de plus de 12 mètres. Et là, nous sommes en discussion qui n'avance pas suffisamment. Il se trouve que je préside la commission de la FEDOM, la commission mère de la FEDOM, et ce sujet revient depuis chaque mois ou chaque trimestre. Depuis 3 ans que je suis chez CMA-CGM et à la FEDOM sur ce sujet. Voilà un petit peu, donc l'enjeu de la pêche est tout à fait important. Un dernier point, la formation aussi. Il y avait
des formations. J'étais secrétaire général aux affaires économiques de la Guadeloupe. Un certain Jean-François Tellet, qui était d'ailleurs directeur des affaires maritimes dans ce même département d'outre-mer, nous avons besoin de renouveler les pêcheurs qui prennent de l'âge, qui partent à la retraite. Et donc, ce sujet aussi est tout à fait important. Et donc, il y avait ce qu'on appelait les SMA, les services militaires adaptés, qui étaient des structures extrêmement intéressantes d'intégration des jeunes et de formation de haute qualité. Je crois qu'il faudrait développer ce genre de choses. Merci. Frédéric Moncani de Saint-Aignan, vous vouliez peut-être réagir aussi sur cette actualité? Oui, oui, bien sûr. Effectivement, vous le dites bien, c'est d'actualité. Je pense que la pêche est un sujet majeur actuellement, et ça vient d'être dit par le préfet Géraud, en ce qui concerne bien évidemment le Brexit. C'est un sujet économique, c'est un sujet de société, c'est un sujet d'ordre public, et donc il est tout à fait normal que le ministère de la Mer se mobilise sur cette question. Ça me permet d'ailleurs de saluer l'arrivée à la direction des pêches d'Éric Banel, qui est un grand connaisseur et qui a été précédemment délégué général des armateurs de France. Donc vous voyez, tout ça, c'est un milieu qui est interconnecté, qui se connaît et qui échange. Et si on veut prendre un exemple tout simple, imaginons que les difficultés de la pêche deviennent très grandes. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des blocages qui vont bloquer les ports de commerce. On l'a déjà connu. Et donc, à ce moment-là, on va avoir des difficultés sur le transport maritime et la logistique. Donc, vous voyez, c'est des sujets, tout se tient. Le problème, c'est que tout se tient. Le ministère de la Mer, ça a été dit d'ailleurs par le commissaire Fillon, est un ministère de coordination. Et donc, il ne faut surtout pas réduire cette communication en disant le ministère de la Mer ne s'intéresse qu'à la pêche. Non, il s'intéresse aux sujets les plus brûlants et dans l'ordre de la priorité. Et ça n'a pas été une communication du Conseil des ministres, mais je vous encourage encore une fois à lire Le Marin de ce jour, où là, ça sera tout le Fontenoy du maritime dont on a largement parlé et qui est un outil de souveraineté. Voilà, donc chaque chose en son temps. Vous pouvez dire deux mots sur le Fontenoy du maritime, son contenu, ce dont... Oui, je ne vais pas révéler de grands secrets. Qu'est-ce que c'est le Fontenoy du maritime? D'abord, il faut rendre à César ce qui appartient aux armateurs, puisque ce sont les armateurs de France qui ont proposé un plan stratégique pour la marine marchande il y a maintenant une petite année, et que celui-ci soit concerté entre les employeurs, les marins et la puissance publique. Ça aurait pu s'appeler le Grenelle du maritime. Mais Grenelle est un endroit déjà beaucoup fréquenté, et donc ils ont choisi de l'appeler le Fontenoy parce que, pour les plus anciens qui sont autour de cette table numérique, la place Fontenoy est le lieu où était le ministère de la Marine marchande il y a un certain nombre d'années. Donc la ministre s'est saisie de cette opportunité, encore une fois, mais en l'amplifiant, en disant mais oui, c'est bien, il faut évidemment restaurer le pavillon français au sens navire, mais il faut que ce soit l'écosystème maritime qui s'y allie. Et l'écosystème maritime, c'est la construction, c'est les équipements, c'est les services, c'est les assurances, c'est les banques, c'est la formation, c'est tout ce dont nous avons causé. Et donc, ça a commencé en décembre par l'audition de 70 personnalités impliquées dans le sujet, quelles sont leurs attentes, leurs visions, leurs difficultés, leurs atouts, leurs faiblesses, et de manière à arriver aujourd'hui à cette séquence qui va commencer demain, de concertation entre, encore une fois, tous les acteurs. Concertation pour aboutir à un accord de performance, je dirais, qui sera signé, porté par le président de la République à l'été, pour viser quoi? Viser bien sûr la souveraineté, mais viser l'emploi maritime. L'emploi maritime est l'un des leviers d'emploi de notre pays. D'ailleurs, il y a la semaine de l'emploi maritime qui commence la semaine prochaine, dans 15 jours, pardon. Donc là encore, c'est une initiative importante. Donc voilà, le Fontenoy du maritime, c'est
mettre sur le dessus de la pile, si je peux m'exprimer ainsi, l'écosystème maritime français qui s'engage mutuellement, c'est-à-dire l'État s'engage, mais les acteurs privés s'engagent pour que l'économie bleue soit l'un des leviers de croissance, de relance de notre pays dans les mois et années qui viennent. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière question, originale, vous verrez. Alors, l'écologie maritime hors eau territoriale est très souvent le fait d'acteurs privés. Est-ce que vous verriez incongru une mission des Nations Unies dont la mission serait la lutte contre la pollution des océans et notamment l'agrégation des plastiques dans l'océan Pacifique? Si vous voulez, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je peux apporter un complément là-dessus. D'abord, ça n'a peut-être pas été dit, on ne l'a sans doute pas assez dit, les Nations Unies ont déclaré la décennie des sciences de l'océan et ça a commencé au 1er janvier 2021. Donc pendant 10 ans, les Nations Unies se mobilisent sur la connaissance de l'océan. La connaissance de l'océan, c'est le préalable à son entretien, à sa résilience, à sa dépollution. Alors, les plastiques, c'est une chose. C'est un drame majeur. Aller le récupérer en mer, dépolluer en mer le plastique, très franchement, ça n'engage que moi. Je pense que ça ressemble un peu au tonneau de Sisyphe. Par contre, interdire les rejets qui viennent de la Terre, parce que les plastiques, ils viennent en très très petite quantité de la mer, ils viennent de la Terre. Là, c'est un vrai sujet. Et donc, ce n'est pas tant en dehors des eaux territoriales qu'il faut aller, mais c'est vraiment dans nos terres, dans nos bassins. Et on parlait de la Méditerranée, c'est un bassin, comme pour ceux qui vont sur la côte sud de la Méditerranée, Tunisie, etc., il y a des amas de plastique. Donc, c'est là où il faut agir. Et en ce qui concerne, on a parlé du plastique, mais l'épuisement des ressources halieutiques et d'un accord qui serait en cours actuellement de négociation à l'OMC. Qu'en pensez-vous? Je sais que Jean-Louis Fillon a demandé la parole. Voilà. Oui, non, je voulais revenir sur les propos de Frédéric, simplement pour dire que souligner après lui que le vrai problème, c'est celui des pollutions telluriques, plus que des pollutions d'origine maritime. Et que nous ne disposons pas d'un outil international multilatéral pour lutter contre les pollutions telluriques. Il y a quelques accords régionaux qui le font, mais je crois que c'est un des domaines, il a cité à juste titre la Méditerranée, dans lequel il y a un fossé entre ce que font les États de la rive nord de la Méditerranée et les États du Sud. Et si nous voulons dépolluer les mers, il faut commencer par moins les polluer. Et je crois qu'il y a vraiment une action internationale à mener. Et je ne vous dirai pas comment, parce que je ne sais pas comment on peut aborder cette question. Une fois de plus, il n'y a pas d'institution internationale dévolue à cette question. C'est probablement une des grandes feuilles de notre gouvernance internationale et de la gouvernance internationale maritime. Alors, s'agissant des ressources halieutiques, simplement pour dire que vous avez commencé, Joséphine, votre propos en parlant des biens communs. Je pense que les ressources halieutiques sont cruciales puisqu'il s'agit aussi d'envisager l'alimentation de 10 milliards d'habitants et que l'on sait que la mer est une source non négligeable de protéines. Donc c'est une ressource à protéger impérativement. Et s'il y a un objectif à se donner, c'est bien celui de contrôler et de réprimer la pêche illégale en haute mer. Après, c'est l'affaire des États. Dans les zones économiques exclusives et dans les mers territoriales, c'est placé sous la souveraineté ou sous la juridiction des États. Mais il y a un effort à faire en haute mer, et ça, c'est un effort qu'il faut faire en coordination internationale. Et la France, avec son empire, entre guillemets, des 10 ou 11 millions de kilomètres carrés, a une responsabilité particulière parce que c'est autant de zones économiques qui sont une fenêtre sur la haute mer. Donc voilà, je crois que c'est un vrai sujet, c'est un très gros sujet. Mais vous avez abordé deux sujets fondamentaux.